Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de New World Info. Bienvenue à ce nouveau numéro de Regards croisés dans le programme du soir. Au menu ce soir, nous parlerons du Congo où le président révoque des magistrats pour des faits de corruption. Nous en saurons plus dans cette émission. Nous reviendrons au Burkina Faso où la société civile dénonce des cas d'enrôlement forcé. Nous parlerons également de la Côte d'Ivoire avec la mise en place du permis à points pour contrer la mortalité sur les routes. L'opération a démarré depuis le 1er mars. Et puis pour terminer, le Togo, opération de déguerpissement des voies publiques. Qu'est-ce qui a réellement changé? Ce sera notre questionnement au cours de cette émission. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Robert Kossigan Akwete, vous êtes le président de l'Alliance Jeunesse et Développement AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir chers frères, et bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Je voudrais décerner un satisfecit pour le service de la nationalité. La directrice et ses collaborateurs abattent un travail formidable. Seulement, je voudrais souhaiter que le gouvernement leur offre plus de confort, peut-être un local plus décent, afin qu'ils aient plus d'espace à vaquer à leurs occupations et puis à penser à étoffer le service de personnel, parce que je vois qu'ils sont en manque de personnel et donc c'est la seule structure de l'État qui donne la nationalité, qui ouvre la porte à la carte d'identité ou au passeport. Vivement que l'État pense à doter cette structure de beaucoup plus de moyens, d'un cadre de travail plus décent, et qu'on puisse vraiment les financer pour qu'ils puissent alors donner satisfaction à tous les Togolais. Merci. Merci beaucoup Robert Kossigan, je crois que le message est passé. À ma gauche, l'homme s'appelle Donatien Aweso, il est homme politique et traducteur agréé. Bonsoir Donatien. Oui, bonsoir cher frère Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à tous ceux qui sont câblés actuellement sur New World Info. Et j'aimerais aussi d'entrée de jeu commencer avec un regard sur nos services de télécommunication, Move et Togocel, où nous avons des difficultés un peu quand vous allez à l'intérieur du pays. Soit c'est ce réseau qui travaille, l'autre qui ne travaille pas, c'est ce réseau qui travaille, l'autre qui ne travaille pas. Donc ça pourra causer des difficultés en termes de communication s'il y a vraiment urgence. Parce que j'en ai vécu, raison pour laquelle je soulève le sujet. Et si les personnes idoines qui pourraient bien écouter cela et pour remettre ça en exécution nous écoutent, qu'ils mettent, et sans oublier nos crédits de communication, il faut qu'on réfléchisse dessus. On ne peut pas payer du crédit et qu'on nous donne un laps de temps à les utiliser. C'est comme aller à une station d'essence et payer de l'essence et que le pompiste vous dise dans 3 jours vous devez utiliser le carburant, soit à défaut de cela je viens retirer le carburant que vous avez payé. Merci beaucoup Donatien Aweso. Notre 3e invité, Ashraf Ourosama, est la juriste, homme politique, membre du PDP. Ashraf, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Monsieur Guillaume, bonsoir cher aîné, extrêmement ravi d'être avec vous. Je crois que c'est une tribune hebdomadaire qui nous permet de faire la pédagogie sur un certain nombre de sujets et je suis extrêmement ravi des thématiques qui sont soulevées ici. Moi, juriste que je suis, je réfléchis longuement sur les prestations de services publics. Vous savez très bien, quand on parle de l'État, c'est, l'institutionnalisation du service public. Et au quotidien, nous sommes tous des usagers de services publics pour faire aujourd'hui votre carte nationale d'identité, la légalisation, un certain nombre de choses, que ce soit dans les mairies, dans le commissariat de police. Le service public, il est au cœur de tout. Et donc, moi, je plaide aujourd'hui pour lutter contre la désertification du service public, parce que vous savez très bien qu'il y a des lieux qu'on qualifie de province ou de lieux périphériques, c'est-à-dire ces zones-là qui sont très loin des zones urbaines où le service public n'est pas toujours omniprésent. Donc nous recommandons au gouvernement de faire vraiment diligence dans ce domaine-là pour que nos concitoyens qui sont loin des zones urbaines puissent en bénéficier. Et je chute pour rendre hommage toujours à un universitaire que j'apprécie particulièrement. Je veux parler du professeur Kako Nubupo qui a fait une conférence la fois dernière à Paris où il a essayé de faire la pédagogie sur son dernier ouvrage intitulé du néocorporatisme au bien commun, où il revenait sur les atouts de l'Afrique. On parle de l'eau aujourd'hui, on parle des ressources minières. Il nous dit que le développement de l'Afrique passe par une gestion rationnelle des biens communs que nous disposons sur le continent.
Bonsoir, donc Ashraf, merci, je sens que ce sera bien pour ce soir. Et nous commençons donc avec le premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Nous parlons du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso, après avoir présidé le Conseil supérieur de la magistrature, il a révoqué 9 magistrats pour des faits de corruption, même si le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas clairement dit les raisons de ces révocations pour chaque magistrat. L'on sait néanmoins qu'il serait en lien avec des dossiers pour corruption. La question est à qui veut la prendre. Quelles sont vos premières impressions des magistrats révoqués pour des faits de corruption au Congo? Oui, je crois qu'il est rare de trouver dans un État plus ou moins démocratique prendre des sanctions contre des corrompus, et surtout dans l'administration. Vous savez, la justice, je crois, fait partie des structures de l'État très sensibles qui jouent un rôle très important, très capital dans la nation. La justice est comme la boussole d'un pays. Et si ceux qui sont appelés à faire fonctionner cette justice, et ceux qui sont appelés alors à trancher des faits ou des dossiers opposants, alors les citoyens, si ces personnes-là sont devenues corrompues, je crois quand même que l'État risque gros, parce que ça peut amener beaucoup de troubles dans le pays, ça peut amener aussi des incompréhensions, voire des insurrections. Il est de bon ton que le président, à un moment donné, alors puisse sanctionner ces magistrats véreux, ne serait-ce que pour donner peut-être leçon à ceux qui tenteront alors de leur emboîter le pas. Et puis dans ça, il y a le procureur général qui a fait les frais de cette sanction. Et je crois qu'ils sont 9 à être radiés, d'autres ont eu des sanctions et de différentes catégories. Vivement que la traque alors de ces hauts perchés, alors de ces cadres de la République du Congo qui sont noyés dans la corruption, soit peut-être mis hors d'état de nuire pour que vraiment la justice alors retrouve sa lettre de noblesse. Il est très très malheureux pour un pays que ces cadres alors se donnent à la corruption, parce que la corruption ne permet pas alors qu'un pays se développe. La corruption ne permet pas aussi que le travail soit bien fait ou que celui qui a raison puisse avoir vraiment raison, ou la loi soit alors dite favorablement à sa faveur. Donc tout ça mis ensemble, je dis que c'est une première dans la vie du Congo, c'est une première en Afrique centrale, vivement que cela puisse continuer. La lutte contre la corruption est-elle en marche, Ashraf? Oui, non, la lutte contre la corruption, elle est en marche, même si je suis quand même réservé par rapport à l'intrépidité ou la diligence dont le président Denis Sassou Nguesso a fait preuve. Parce qu'il faut quand même reconnaître que si aujourd'hui on parle des actes de corruption dans l'institution judiciaire congolaise, c'est aussi, disons, le président de la République actuelle doit assumer toutes les conséquences parce qu'il est là depuis une trentaine d'années. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut découvrir que l'institution judiciaire est gangrénée par des actes de corruption. Je rappelle qu'en 2018, déjà, le Conseil supérieur de la magistrature avait déjà révoqué, je pense, 7 magistrats pour des faits graves, pour des fautes graves. Oui, effectivement, oui, il y a des précédents, mais moi j'estime que c'est des solutions cosmétiques en fait. Voilà, ça permet de saisir, d'intervenir ponctuellement. Mais il faut une stratégie de purification de l'institution judiciaire de manière générale. Parce que, au fait, nous vivons dans un environnement où il est extrêmement difficile pour, disons, les acteurs de la justice de faire preuve de probité morale. Je m'explique. C'est-à-dire, aujourd'hui, et quand vous prenez l'institution judiciaire togolaise, vous avez les tentations de toutes sortes. Tantôt, vous avez des citoyens qui formulent des récriminations à l'encontre de l'institution judiciaire en disant que ce sont des gens qui sont corrompus, ce sont des gens qui sont extrêmement faibles lorsqu'on leur fait des propositions alléchantes, je veux parler financier. Et les citoyens, lorsqu'ils se retrouvent dans des situations les plus extrêmement difficiles, sont les premiers également à avancer des sommes d'argent aux acteurs de l'institution judiciaire. Pour moi, c'est une forme d'hypocrisie que je ne tolère pas en fait. Donc il faut être ferme avec les principes. Lorsqu'on est citoyen, voilà, ce sont des actes qu'il faut dénoncer au quotidien. Donc lorsqu'on se retrouve également dans les problèmes, je crois qu'il faut aussi respecter l'application de la règle de droit de manière générale. Et donc aujourd'hui, oui, le président de la République est disons,
le président du Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il a le droit de révocation. Il peut également réprimander ou rétrograder un certain nombre de magistrats. Ce qu'il a fait d'ailleurs. Quand on prend le droit positif togolais, le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Et également chez nous, le Conseil supérieur de la magistrature est composé de 9 membres. On parle de 4 membres ou 4 juges de la Cour suprême. Et 3 juges autant pour moi de la Cour suprême. On a 4 de la Cour d'appel et du tribunal de grande instance. Vous avez un représentant, un député de l'Assemblée nationale et un représentant du président de la République ou le président lui-même. Donc ça fait 9. Et donc au Togo, je crois que des efforts également sont faits dans ce sens. Mais nous savons que le constat, il est très simple, c'est-à-dire que le développement de l'Afrique passe inexorablement par l'édification d'un état de droit. Et qui parle de l'état de droit parle également de la justice. Donc, ce que moi je regarde dans cette affaire, comme vous l'avez dit, c'est que la décision n'a pas été motivée. Donc, pour moi, la faute professionnelle commise ou la sanction doit être proportionnelle à la faute commise. Pourquoi on ne motive pas? Il faut motiver pour éclairer l'opinion publique. Que les sanctions, par exemple, de radiation ou de révocation, de rétrogradation, est proportionnelle à la faute commise. Parce que, vous savez que dans l'opinion publique, il peut y avoir également des suspicions. C'est-à-dire, il peut y avoir une éviction pour des motifs politiques. Vous voyez, il peut y avoir des motifs politiques. Et souvent, dans nos pays, vous savez, lors des élections, vous savez, souvent l'exécutif, je parlais de manière générale, fait appel également à un certain nombre de magistrats qui viennent également assurer certaines fraudes électorales. Et parce que ce sont des gens qui maîtrisent la procédure et qui viennent approuver un certain nombre d'incohérences qu'on constate sur le terrain. C'est pour cette raison qu'il y a une collision souvent entre l'exécutif et le judiciaire. Donc pour moi, c'est une initiative vraiment que je salue. Il faut réprimer tous les actes qu'on juge délictueux, des actes répréhensibles par la loi, mais il faut toujours motiver pour éviter toute suspicion de toute part dans l'opinion publique, parce que cela peut s'assimiler à une éviction d'ordre politique. Donatien ? Oui, d'entrée de jeu, j'aimerais prendre le sujet sur le prisme de la longévité même du président Denis Sassou Nguesso qui, en cette année, fait 80, disons à 80 piges, avec 40 ans passés au pouvoir. Ashraf l'a bien dit. Est-ce que c'est maintenant qu'il a pu détecter qu'il y a de ces magistrats véreux qu'on doit évincer? Revenons-en sur l'acte lui-même. J'ai apprécié parce que c'est bon, c'est ce que l'aîné a dit. C'est bon d'assainir l'arsenal judiciaire ou bien même la fonction de la gestion. Il y a plusieurs personnes qui gèrent la chose publique. C'est bon d'assainir cela, mais à quel prix? Parce que peut-être Ashraf l'a dit, il a assez marché sur ma langue, il y aurait peut-être des règlements politiques. C'est la raison pour laquelle on n'a pas motivé ces évictions ou bien, voilà, licenciements, on va le dire ainsi, pour aller terre à terre. Et ce président qui aurait remarqué que les magistrats se seraient, fouvoyés dans certains actes de corruption, aurait pu les faire sortir depuis. Ça fait 40 ans. Lui-même, on dit la pédagogie par l'exemple. Est-ce que lui-même, durant plus de 20, 30 et 40 ans maintenant qu'il est en train de boucler, il ne se reproche de rien? Ou bien veut-il faire peau neuve avec de nouveaux fraudeurs? Parce que nous connaissons très bien le Congo, c'est pas un pays à visage démocratique, hein. Ce n'est pas un exemple de démocratie qu'il faut citer en Afrique. Si quelqu'un a pu durer 40 ans au pouvoir et maintenant il révoque, je me dis, il est passé de la parole à l'acte et j'accepte. Quand on fait le parallèle venant au Togo, nous avons écouté en 2012, je crois que c'est 2012, 26 avril 2012 ou 2013, si ma mémoire est bonne, où le président a eu à dire qu'il y a une minorité qui s'accapare les richesses de notre pays. Maintenant, est-ce qu'on a pu sortir ces minorités-là, ou les minorités ont disparu, ou bien les minorités ont eu à changer de camp, ils se sont convertis, ou bien qu'est-ce qui s'est passé de 2012 ou bien de 2013 jusqu'à maintenant? Ils ne font plus rien. Tout récemment, le président de la Cour suprême, Abdoulaye Yahya, le juge Abdoulaye Yahya, a dit que la corruption est devenue un sport favori, dans le pays, et avec ces juges véreux qu'on voit
des gros bras avec certains policiers aussi qui vont sur des terrains écrire à casser ou bien cessation de travaux. Vous voyez un tout petit peu, si on pourrait aussi sanctionner chez nous, comme l'a fait Denis Sassou Nguesso, moi ça me plairait. Mais ce qu'il a fait au prime abord, j'accepte. Mais lui aussi, il a fait trop. Ça fait 40 ans. Il faut qu'il pense à aller se reposer. Je crois que pour le moment, nous parlons corruption au Congo. Le Congo qui est classé 47e selon le dernier classement de Transparency International, 47e sur 54 en matière de corruption en Afrique. Il faut dire que ce n'est pas un très bon rang. Plusieurs pays africains sont concernés, bon d'ailleurs tous les pays. Et la société civile demande à ce que le président aille dans d'autres domaines et fasse mieux que ça, c'est-à-dire bloquer la voie à toute forme de fraude, pas seulement la corruption, mais à toute forme de fraude, et surtout les fraudes électorales. Qu'est-ce que vous en dites en 2 minutes, cher Achraf? Oui, non, mais fraude électorale, oui, effectivement, il faut sévir, mais est-ce que, parce que moi, je doute vraiment de la sincérité du président de la République, parce qu'on parle de la fraude électorale, mais la fraude électorale profite à qui? Au président de la République qui est là depuis une quarantaine d'années. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, parce que moi, étant juriste, j'émets vraiment des réserves sur la sincérité même du contentieux post-électoral, même souvent. Parce que le contentieux post-électoral n'est pas évacué dans les règles de l'art. Quand vous prenez par exemple les élections régionales, que ce soit devant le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle ou la Chambre administrative de la Cour, de la Cour suprême, quand il s'agit des élections régionales, souvent, c'est-à-dire le contentieux n'est pas évacué dans les règles de l'art. Et donc, c'est l'institution judiciaire aujourd'hui qui se retrouve avec une image pas très reluisante. Et je crois que la société civile joue parfaitement son rôle, c'est-à-dire de formuler un certain nombre de recommandations pour contraindre l'exécutif de faire preuve de promptitude et d'agir le plus vite possible. Maintenant, cela passe par quoi? Pour dissuader également disons les potentiels auteurs d'infractions, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut aussi durcir la législation, parce que le législateur également peut décider de surveiller en revoyant, disons, les peines applicables à ces genres d'infractions. Et peut-être que cela peut dissuader ces gens-là de se lancer dans cette aventure très peu recommandable. Merci beaucoup, Achraf. Ce sera tout pour cette première partie. Nous marquons la pause, puis on revient pour la suite de cette émission.